Bonjour à tous. La culture, c'est comme la confiture. Et nous, on voudrait vous en servir de bonnes tartines. Je m'appelle Hélène de Saint-Front, je suis harmoniste d'entreprise et ce podcast Harmony Inside, la culture en action, a pour vocation de vous montrer les entreprises et les dirigeants et dirigeantes engagés qui mettent vraiment en œuvre au quotidien leurs convictions. Des entreprises donc qui rayonnent en interne comme en externe. Des pépites qu'on a la chance de côtoyer et qu'on veut donc vous présenter. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Pauline Dorgeval, la très dynamique cofondatrice de Deuxième Avis. Deuxième Avis qui propose de rendre l'expertise médicale accessible à tous à travers un service en ligne. Une entreprise très engagée dans la transformation du secteur médical, dans son ouverture, comme va nous le raconter Pauline. On est dans leur bureau à Cochin. Merci d'être avec nous, Pauline. Bonjour Hélène, et merci surtout. Alors, donc Pauline, pour commencer, comme dans chaque épisode, je voudrais te demander de te présenter à travers une métaphore médicale. Donc imaginons que tu sois un métier, ou ça peut être aussi un objet dans le monde médical. Qu'est-ce que tu serais et pourquoi ? Oula, je pense que je serais un médecin. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de me sentir utile. Et puis évidemment, quoi de plus utile que de soigner les gens ? Et je serais probablement même un médecin généraliste parce que c'est un peu le médecin de la première ligne qui est à l'écoute, qui est à l'origine des diagnostics et puis qui a un rôle de coordination. Donc plus ça va, plus je me dis que j'aimerais bien être médecin. C'est un peu tard, mais pourquoi pas après. Il est jamais trop tard pour Il est jamais trop tard. Études. Alors donc Pauline, effectivement, à défaut d'être médecin, tu es une serial entrepreneuse. Quelles sont les convictions qui t'ont poussé à lancer l'aventure de Deuxième Avis avec Catherine Franc et Prune Nercy ? Alors déjà, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir une première aventure entrepreneuriale réussie. J'avais créé Mille et une listes en 99 que j'ai dirigé pendant 10 ans. Et du coup, j'avais vraiment envie de repartir sur une aventure entrepreneuriale, sur un sujet d'intérêt général et mettre, j'ai envie de dire, le réseau, la crédibilité, la légitimité que j'avais eue grâce à la réussite de Mille et une listes au service d'une cause d'intérêt général. Voilà, pour faire bouger les lignes. Donc ça, c'est c'est une première raison. Et puis après, c'est vrai que le monde de la santé est un des mondes qui n'avait pas du tout bougé il y a 10 ans à cause du numérique. C'est un monde qui est réglementé, c'est un monde qui est très conservateur. Et donc, il y avait énormément de choses à réorganiser, de besoins qui émergeaient et qui n'étaient pas du tout couverts. Et donc, c'était passionnant de se retrouver dans ce monde de la santé pour faire bouger les lignes. Voilà. Et donc, au démarrage, on a commencé avec Catherine et Prune à monter une association qui s'appelle Coactis Santé, qui est axée sur l'accès à la santé des personnes fragiles et en particulier des personnes en situation de handicap. Et on a commencé par porter 2 projets, un projet sur l'accessibilité de l'information à tous, qui s'appelle Santé BD, et un deuxième projet sur l'accueil des patients en situation de handicap pour les professionnels de santé, pour accompagner les professionnels de santé. Et dans ce cadre-là, de nos réflexions sur l'accès à la santé pour tous, on s'est rendu compte qu'il y avait une inégalité en santé dont on parle peu, qui est l'inégalité d'accès à l'expertise médicale quand on est confronté à un problème de santé sérieux. Parce que l'accès aux meilleurs médecins est encore trop souvent le privilège de quelques-uns qui habitent au bon endroit, qui ont un bon réseau médical et qui n'a pas de problème de mobilité. Donc l'idée, de Deuxième Avis, c'est de réduire ces inégalités et de faciliter l'accès à l'expertise médicale. Et alors justement, faciliter l'accès à l'expertise médicale, hein, tu parlais justement de faire bouger les lignes. Donc de quelle manière est-ce que concrètement Deuxième Avis permet
de rendre cette expertise médicale plus accessible. Comment est-ce que vous incarnez cette mission que vous êtes fixée? Alors effectivement, la mission qu'on s'est fixée, c'est de permettre à tous l'accès à cette expertise médicale. En France, c'est vrai que la santé est prise en charge, et donc on peut tous aller chez le médecin et aller chez le médecin sans avance de frais et que, en tout cas, d'un point de vue économique, ce soit pris en charge. Mais en fait, la réalité est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup de gens qui renoncent aux soins parce que l'accueil n'est pas forcément pensé pour eux. Alors c'est le cas des patients en situation de handicap, où ça peut relever d'un parcours du combattant d'aller se faire soigner, mais prendre un deuxième avis ou accéder vraiment à un médecin très expert quand on est très malade, quand on a un problème de santé sérieux, il faut savoir d'abord où aller se faire soigner. Puisque la médecine a fait des progrès formidables ces dernières années, mais du coup, elle s'est surspécialisée et il y a un vrai problème de manque de lisibilité de l'offre de soins. Le deuxième problème, c'est qu'une fois qu'on a trouvé ou que grâce à son médecin, on a pu être orienté vers une équipe experte de sa maladie, c'est d'obtenir un rendez-vous rapidement. Puisque quand on part de ces pontes, de ces médecins référents, souvent ils ont des délais de consultation physique qui dépassent plusieurs mois, voire 6 mois. Et donc c'est pas toujours compatible avec une prise de décision importante. Et puis après il y a un troisième sujet quand on est confronté à ces problèmes de santé sérieux, c'est on se précipite sur Internet souvent et c'est un problème de fiabilité de l'information. C'est-à-dire qu'on trouve tout et n'importe quoi, des choses qui peuvent faire très peur, des choses qui sont pas du tout adaptées à son cas et voilà. Et donc deuxième avis vise vraiment à apporter des solutions à ces trois sujets avec d'abord du contenu fiable qui est validé par les médecins experts de la pathologie, mais aussi permettre de façon transparente d'accéder à des médecins experts. Donc nous, on a un rôle d'identification pathologie par pathologie de médecins référents. Donc on a établi des critères, monté un conseil scientifique qui a établi des critères. Et puis donc quand on ouvre une pathologie, on va chercher des médecins qui ont une excellence académique sur cette pathologie, mais qui ont aussi des consultations dédiées. On ne veut pas que des médecins qui ne voient pas de patients. Ce sont des médecins qui consultent et qui voient des patients en permanence. Et puis avec un troisième critère d'excellence de la structure ou du service dans lequel ils exercent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 220 médecins référents. Donc, notre premier rôle et comment on facilite l'accès à l'expertise médicale, déjà, c'est en identifiant des médecins experts. Et puis, quand le patient est mûr pour demander un deuxième avis, prêt aussi à le demander en ligne, puisque nous, c'est un système où le patient transmet son dossier en ligne, en digital, et le médecin analyse son dossier et puis va lui donner un avis sous forme de compte rendu écrit. Et donc de cette façon-là, on permet en fait à tous les patients qui habitent dans des centres, dans des villes importantes où il y a souvent des CHU ou des centres d'excellence, ou qui habitent très éloignés de ces centres ou même parfois à l'étranger. Même quand il y a des patients qui ont des problèmes de mobilité, ça permet tout simplement à tout le monde de transmettre son dossier et puis de choisir un médecin que nous avons préalablement référencé avec notre conseil scientifique et que ces médecins référents puissent analyser le dossier et donner leur avis sous forme de compte-rendu écrit. Donc voilà, en ça, on facilite concrètement l'accès à l'expertise médicale. Et deux choses importantes que je n'ai pas dites, c'est en moins de 7 jours, les médecins s'engagent finalement à donner leur avis en moins de 7 jours. Donc encore une fois, à mettre en perspective par rapport à des consultations physiques qui peuvent parfois prendre plusieurs mois ou plus de 6 mois. Et puis
gracieusement, en tout cas, c'est pris en charge, puisque le modèle économique, c'est offert dans le cadre des contrats santé ou prévoyance de nos partenaires, donc qui sont des mutuelles, des assureurs santé, des réseaux de soins, enfin, ce monde assurantiel. Merci. Effectivement, ça clarifie beaucoup le métier de deuxième avis et ce que vous proposez et qui répond effectivement très bien aux différents problèmes que tu as mentionnés. Donc, au-delà de cette mission, vous êtes une entreprise particulièrement engagée. Quels sont justement les engagements que vous avez aujourd'hui qui vont dans le sens justement au-delà de simplement votre métier, de comment répondre à ces problématiques de transformation du monde médical, d'inégalités sociales et géographiques. Alors, on a pris déjà 4 engagements statutaires. Le premier, c'est permettre aux patients de participer à la décision des soins. Donc là, c'est tout le sujet du patient plus acteur. On est convaincu qu'une décision médicale partagée avec des médecins experts, l'équipe médicale traitante et le patient permettra d'aborder une opération, un traitement plus sereinement. Deuxième engagement qu'on a pris, c'est de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins. Donc pour ça, alors évidemment, on mesure en permanence déjà le taux de divergence et de convergence par rapport au premier avis, et notamment dans le taux de divergence, par exemple les opérations inutiles qui ont été évitées. Donc c'est vraiment des souffrances évitées, et puis ça peut être aussi des techniques opératoires qui ont changé, puisqu'avec un deuxième avis, on peut peut-être aller vers une technique opératoire, par exemple mini-invasive, et ce qui fait que ça, évidemment, c'est beaucoup moins de souffrance pour le patient, beaucoup moins de risques, probablement beaucoup moins d'impact aussi sur sa vie. Et puis, et c'est ce qu'on est en train de mesurer en ce moment, ça a souvent un impact sur économique, à la fois pour le patient en termes de reste à charge, mais aussi pour la société, puisque ça coûte moins cher à la sécurité sociale et moins cher à la complémentaire santé. Et donc, concernant cet engagement de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins, ça fait 5 ans que le service est sorti, est utilisé, et puis évidemment l'usage s'intensifie au fur et à mesure des années, et donc on commence à avoir maintenant suffisamment de data pour pouvoir commencer à publier scientifiquement. Et donc voilà, on est sur le point de sortir une publication sur l'endométriose et l'impact du deuxième avis sur cette pathologie et sur l'errance médicale majeure qu'il y a, puisque l'endométriose touche une femme sur 10, donc c'est Wow. énorme. Ouais. Et souvent les gynécologues en fait méconnaissent la pathologie, et donc voilà, il y a une vraie errance diagnostique. Bon, donc ça, par exemple, donc on est en train de sortir une publication sur le sujet, et puis progressivement, on va pouvoir avoir pathologie par pathologie des publications scientifiques ou médico-économiques, qui vont permettre là aussi de mesurer finalement l'amélioration de la qualité des soins. Troisième engagement, c'est la réduction des inégalités sociales et géographiques d'accès à l'expertise médicale. Ça, c'est vraiment notre ADN de départ. On n'a pas tous les mêmes chances d'accéder à l'expertise en fonction de là où on habite ou si on a le bon réseau médical ou pas. Et donc, évidemment, on mesure quelle est l'origine, alors en termes de catégories socio-professionnelles, mais aussi origine géographique des patients. Le pourcentage aussi des patients vivant avec un handicap qui font appel à notre service, parce que il faut mesurer que pour certains, notre service est quasiment la seule possibilité pour eux d'accéder à l'expertise médicale. Voilà. Mais aussi, on est
j'ai envie de dire, on s'est battu pour ne pas être dans des contrats en surcomplémentaire, mais être dans les contrats de base pour que tous les patients et tous les adhérents des contrats santé puissent avoir accès à notre service. Et puis, typiquement, on fait des partenariats aussi avec des associations de patients, avec des structures médico-sociales ou des associations du monde. Enfin, on va chercher les patients fragiles pour là encore, pour éviter de faciliter encore plus l'accès à l'expertise pour certains patients, et on veut vraiment aller chercher les patients qui sont le plus éloignés de cette expertise médicale. Et puis, dernier engagement qu'on a pris, c'est contribuer à fédérer l'écosystème pour un système de santé plus juste et plus efficient. Là, on est très conscient que, évidemment, on ne fait que contribuer on est une goutte d'eau. Malgré tout, on est vraiment dans une logique de co-construction avec nos parties prenantes. Et dans notre cas, les parties prenantes, c'est évidemment les patients, les médecins. Mais aussi les grandes institutions, mais aussi les payeurs, les diffuseurs et évidemment nos salariés. Et alors justement, pour rebondir sur cette notion de co-construction avec les parties prenantes, donc vous êtes depuis le départ une entreprise engagée, et en devenant société à mission, vous avez mis en place un comité de mission. Alors justement, ce comité, quel est son rôle, en quoi est-ce qu'il vous aide, et quelle partie prenante finalement vous avez entre guillemets invité autour de la table pour vous aider à aller plus loin dans votre mission? Alors effectivement, pour nous, c'était important d'aller le plus loin possible dans ce qui existe, et donc d'obtenir la qualité de société à mission, donc avec un organisme tiers indépendant qui va nous auditer tous les 2 ans, et avec un comité de mission. Son rôle, c'est d'abord de s'assurer de l'exécution de notre mission et de nos engagements. Et puis, nous, on espère que ça va aller un peu plus loin. Donc, évidemment, qu'ils soient garants de nos objectifs et de notre mission. L'idée, c'est de co-construire avec eux nos indicateurs. C'est qu'ils puissent aussi nous donner un avis, un retour régulier sur les plans d'action qu'on met en place, liés aux objectifs, et qui nous fassent réfléchir aussi en nous faisant des propositions justement pour cette mise en œuvre des plans d'action. Et puis plus largement, qu'ils aient un rôle à la fois de veille et puis d'ambassadeur vis-à-vis de l'extérieur, sur notre démarche, sur notre mission. C'est vrai qu'on se rend compte que l'entreprise à mission ou la société à mission, c'est très très peu connu. Alors évidemment, dans le monde médical, curieusement, c'est encore moins connu. Et c'est l'occasion aussi pour eux d'être donc des ambassadeurs à l'extérieur. Voilà. Alors, qui participe qui compose ce comité de mission? C'est exactement ce que je venais de dire. C'est un maximum de parties prenantes. Donc, on a une salariée qui est Hélène Banet, on a un médecin généraliste qui est le docteur Lechaud, qui exerce en Bretagne. On a le professeur Mario Campone qui lui représente à la fois un de nos médecins experts, mais aussi qui est directeur de son établissement, qui est l'Institut de cancérologie de l'Ouest, et vice-président d'une fédération qui s'appelle Unicancer. On a Martine Carlu qui est directrice générale d'Interial, donc qui est une mutuelle qui représente effectivement tout ce monde assurantiel. Marion Lanly qui est à la fois présidente d'Emmaüs Connect et puis directrice de l'expérience patient à la PHP. Et enfin Madame Bonnet-Galzi, qui représente plutôt les institutions, qui fait partie du Conseil d'État, et puis qui est inspectrice à l'IGAS. Voilà, donc un ensemble de parties prenantes vraiment très représentatives de ce qu'est Deuxième Avis. Et alors, effectivement, on voit que dans ce comité de mission, le monde médical dans lequel vous évoluez est particulièrement représenté. Quelles sont, toi, justement, tes convictions sur
sur l'évolution du monde médical, sur dans quelle direction est-ce qu'il doit évoluer, comment est-ce que aussi d'une certaine manière vous avez l'intention et déjà d'ailleurs d'une certaine manière vous y contribuez. Ce que je disais, je sais plus en introduction, c'est que vraiment le secteur de la santé doit bouger. On se gargarise d'avoir le meilleur de santé au monde, mais en fait, c'est quand même une organisation assez vieillissante, pas toujours efficiente. Dossier médical partagé, on en parle depuis 10 ans, il est toujours pas en place. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Clairement là, le digital arrive, donc ne serait-ce que Doctolib a complètement a réussi ce que d'autres n'avaient pas réussi à faire avant, mais donc aussi à accélérer les prises de rendez-vous par internet, la téléconsultation. Je dois dire que la crise sanitaire aussi a complètement accéléré toute la télémédecine, et ce qui fait à bouger d'un coup et assez brutalement parce que personne n'avait le choix. Les médecins, ils y étaient assez près, mais surtout les patients, qui avaient plus le choix et donc étaient obligés de se mettre à la télémédecine. Et puis les institutions, donc tout d'un coup les conditions de remboursement de la sécurité sociale se sont allégées. Les établissements, qui voyaient bien que les médecins pouvaient plus recevoir en consultation, ont mis en place des téléconsultations. Donc voilà, ça a vraiment accéléré. Et puis, il y a une autre chose qui arrive quand même en masse, c'est toute l'intelligence artificielle, tout les big data et les progrès de la science, ce qui fait que c'est une révolution et c'est l'opportunité pour réorganiser. Le digital plus, on va dire, l'intelligence artificielle et tous les progrès de la médecine liés à cette intelligence artificielle au big data, voilà, c'est une opportunité formidable pour réorganiser en profondeur le système de santé et en le rendant, j'ai envie de dire, le plus efficient qu'il l'est aujourd'hui. Et avec l'enjeu, c'est de pas perdre le côté social, parce que pour le coup, on a quand même un système de santé qui est accessible à tous, en tout cas sur le papier. Après, justement, à nous de profiter de cette révolution pour le penser en profondeur, vraiment accessible à tous. Et donc en prenant en compte justement l'accessibilité des plus fragiles. Et c'est vrai que l'accès à la santé pour des personnes, déficientes intellectuelles, ça va être très différent que des personnes qui ont des problèmes de mobilité, que des personnes qui ont des problèmes de moyens financiers. Voilà, donc moi je pense que c'est vraiment une révolution qui est en train de se passer, qui va permettre d'être plus efficiente, à la fois sur les traitements de pointe, sur les diagnostics plus rapides. On a bien vu qu'un vaccin a pu être mis en place en un an, des interventions chirurgicales avec des robots et des techniques donc plus fiables, des techniques mini-invasives, mais surtout le rôle des médecins va fondamentalement et des soignants va fondamentalement changer. Jusqu'à présent, c'était vraiment les sachants, et puis ils sont en train d'être supplantés par l'intelligence artificielle. Donc les diagnostics vont être probablement plus vite faits et peut-être avec moins d'erreurs, avec des symptômes checkers, une lecture d'imagerie, ça va être confronté à des millions d'images, et donc les diagnostics en termes d'imagerie va se faire avec une fiabilité, une rapidité comme ça n'a jamais été. Et ce qui fait que les médecins vont à la fois jouer le rôle de garantie humaine de l'intelligence artificielle, mais aussi peut-être retrouver le temps et le temps de l'humain. En fait, leur rôle va être plus évidemment d'expliquer, d'accompagner, et puis d'écouter,
Ouais, beaucoup d'accompagnés. Donc quelque part, moi je crois beaucoup à ces progrès qui sont en train d'arriver, hein, et c'est un tsunami dans le monde médical. Ça va très vite. Mais je pense que si le rôle du médecin va changer, puisque quelque part il va devenir progressivement moins compétent que la machine, mais il va avoir un rôle autrement plus important et plus humain. Et donc voilà, en ça, c'est une évolution assez passionnante. Ouais. Et alors justement, oui, c'est intéressant, comme tu le dis, le Covid a à la fois révélé un certain nombre de ces failles que tu pointais et accéléré les transformations qui vont plutôt dans le bon sens. Si on reste un peu dans cette approche prospective, en sortant ou en tout cas en élargissant par rapport au monde médical, comment est-ce que tu as vu aussi évoluer, cette fois-ci peut-être plus pour vous en interne, justement l'entreprise, les manières de travailler, comment est-ce que tu décrirais justement en interne la façon dont vous fonctionnez, comment est-ce que vous incarnez finalement aussi en interne un peu toutes ces convictions humaines, mais cette fois-ci peut-être plus sur le plan managérial, organisationnel, etc. Et, et comment est-ce que ça a été justement, comment ça a été vécu, ou comment ça vous a aidé à passer la période un peu compliquée du Covid? Du Covid. Alors, peut-être juste avant de rentrer sur une partie plus managériale, évidemment, la crise sanitaire et la Covid a permis d'accélérer l'usage de la télémédecine. Donc, pour nous, ça a été formidable et ça a été, une accélération d'usage, un palier. Donc en ça, évidemment, ça fait gagner du temps, même si on aurait préféré que ça se fasse sans cette crise. En revanche, moi j'ai trouvé il y avait un aspect glaçant à cette crise, parce que les politiques ont vraiment privilégié la vie biologique. Voilà, alors que pour moi, la vie biologique n'a pas de sens en tant que telle. Enfin, je veux dire, elle doit s'accompagner d'une vie sociale, d'une vie spirituelle, quel que soit ce qu'on met derrière. Et c'est vraiment la relation aux autres, à notre place dans la société, à nos projets. C'est ça qui fait vivre. Voilà, moi j'avais été quand même glacée par quand j'ai entendu que les personnes âgées vivant en EHPAD étaient privées de leurs proches, alors que c'est justement ce qui les retenait à la vie. Donc ce que je veux dire, c'est que je trouve que la crise sanitaire aussi, contrairement à ce qui a été mis en place, mais pour beaucoup, a montré à quel point les relations aux autres, c'est quand même le plus important dans la vie. En étant privé de toutes ces relations, d'énormément de relations, voilà, ça a mis énormément de gens en grande souffrance. Et donc voilà, moi ça m'a énormément marqué. Alors en ce qui concerne nous au niveau de l'équipe, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance parce que d'abord l'équipe est assez jeune, on était déjà assez ouvert au télétravail avant la crise sanitaire, donc finalement en termes d'organisation, ça a demandé très peu d'efforts, et donc très rapidement on a mis en place, j'ai envie de dire, au lieu que les réunions étaient physiques, elles étaient juste en visio. On a mis en place des réunions plus informelles, de cafés virtuels, des quiz réguliers. Enfin, on a essayé de recréer finalement une vie d'équipe à distance. Voilà. Alors c'est pas simple, entre guillemets ça a fonctionné. Je pense qu'il y a forcément un espèce de confort qui s'installe, un vide aussi, relationnel. On se dit pas la même chose. On est probablement beaucoup plus efficace en visio, mais ça a un côté où effectivement on se retrouve pas autour de la machine à café. Mais voilà. Enfin, en tout cas
ça a bien fonctionné parce que les process étaient là, parce que les outils étaient là et parce que j'ai envie de dire il y a un attachement à la boîte et voilà au sens de ce qu'on fait et à la mission qui est importante. Oui. Et, et justement, pour aller un peu plus loin sur le côté, cette fois-ci, au-delà de justement des équipes dans votre écosystème, donc vous êtes une entreprise qui fait partie des pionnières des sociétés à mission et en particulier de la communauté d'entreprises à mission. Pourquoi avoir voulu s'inscrire dans cette démarche et puis quelle tendance est-ce que tu vois aujourd'hui justement puisqu'on était un peu sur le côté prospectif sur le rôle des entreprises, hein, tu parlais de l'importance en interne aussi du lien humain, de ce rôle peu à peu des médecins qui sont plus juste les experts mais qui retrouvent ce volet d'accompagnement, etc. Et au niveau de l'entreprise dans sa place dans la société, comment est-ce que tu vois ça évoluer et pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous inscrire justement dans ce mouvement? Alors, pour répondre peut-être à la deuxième question, hein, je suis convaincue que presque plus que les politiques aujourd'hui, et parfois plus que les associations qui manquent de moyens, l'entreprise a un rôle complètement privilégié de transformation. C'est un levier de transformation de la société. Donc voilà, depuis le départ, je vois l'entreprise comme ça. Dans les motivations à créer une entreprise aussi, moi je suis quelqu'un et on partage vraiment ça avec les associés. Je veux dire, au lieu de râler et de dire et de décrire ce qui marche pas, quand il y a quelque chose qui marche pas et qu'on a une solution, l'idée c'est d'en faire profiter un maximum de monde et donc voilà, d'essayer de contourner le problème et puis de le solutionner. Donc ça c'est le rôle sociétal de l'entreprise auquel je crois beaucoup. Et puis dans le cadre de ce rôle sociétal, c'est vrai que nous dès le départ on a inscrit deuxième avis. Encore une fois, on s'est questionné pour savoir si si on le montait dans un cadre associatif ou pas. Et puis en fait, on s'est dit que ça nécessitait pas mal d'investissement et donc c'était plus facile de lever des fonds avec une entreprise. Et deux, une association, on vit de subventions et donc si on veut avoir de l'impact, il faut avoir un modèle économique pérenne et puis rentable pour avoir les moyens de son ambition et de son impact. Donc nous, dès le départ, j'ai envie de dire, on avait en tête un modèle économique et une efficience économique au service d'une cause qui était l'accès à l'expertise médicale pour tous. Mais le premier fusée, c'est ce modèle économique qu'il fallait trouver. Donc, ADN social dès le départ, et puis la loi Pacte est arrivée avec l'entreprise à mission et puis cette qualité de société à mission. Et pour une fois, on trouvait que c'était pas un statut qui était contraignant. On a toujours peur quand on crée une société et même une société à impact, que ça puisse être trop contraignant pour des investisseurs par la suite ou et donc il y a de plus en plus d'entreprises à impact, par exemple, qui demandent pas de statut ESUS ou bon. Là, c'est vrai que la société à mission, ça nous est apparu comme pas contraignant, mais au contraire entraînant parce que faisant participer l'ensemble des parties prenantes. Et puis j'ai envie de dire dans la mission, c'est aussi irradier les parties prenantes pour changer en profondeur le secteur dans lequel vous êtes. Donc c'est super inspirant et très motivant. Voilà, donc pour ça qu'on a choisi plutôt cette qualité de société à mission que d'autres statuts qui conviennent très bien à d'autres, mais voilà, qui étaient peut-être moins motivants pour nous. Et alors justement, est-ce que tu vois une tendance aujourd'hui dans le monde de l'entreprise? Comment est-ce que tu vois ça évoluer autour de ce mouvement d'engagement, d'impact et qu'est-ce qui finalement est clé selon toi pour se lancer dans ce genre de démarche? Vous avez effectivement eu la chance, entre guillemets,
de partir de cette notion d'impact pour chercher un business model. Et pour les entreprises qui ont un business model et qui ne sont pas forcément posées la question de l'impact. Alors, c'est ça un petit peu le sujet. C'est-à-dire que, à la fois, c'est une très bonne chose. Je dirais que toutes les entreprises sont en mouvement pour remettre, pour chercher et pour mettre une raison d'être au cœur de leur réflexion. Évidemment, certaines, et pour moi, c'est vital. C'est-à-dire qu'aucune entreprise ne pourra survivre si elles n'ont pas une mission et une raison d'être. Donc, de toute façon, même les entreprises qui, j'ai envie de dire, ont un ADN au départ très très éloigné d'une mission, sont en train de se mettre en mouvement. C'est vital pour plein de raisons, mais d'abord parce que pour pouvoir embaucher, il va falloir montrer patte blanche et montrer qu'on est respectueux d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal. Enfin, donc voilà, pour moi c'est un impératif et c'est plus une question, donc c'est un mouvement de fond. Après, c'est comment faire en sorte que ce soit pas du faux, que ce soit pas et donc ce qui est clé pour se lancer dans la démarche, c'est que il y a une authenticité dans la démarche et que ce soit porté évidemment par la direction, mais véritablement porté. Donc avec une vraie une authenticité et aussi une vraie exemplarité, une vraie cohérence après dans les modalités mises en œuvre de la société. Donc voilà, il y a un enjeu pour co-construire la mission, la raison d'être quand on en est éloigné, et puis il y a un enjeu après très fort de mise en place de modalités pour que ce soit pas simplement de l'affichage, mais que l'ensemble de l'entreprise soit en mouvement vers cette mission et cette raison d'être. Ouais. Donc effectivement, oui, c'est vraiment mettre au cœur cette notion de cohérence et pas partir dans une direction qui est purement marketing. On le voit communication pas mal, ou d'affichage, voilà, exactement. avec la tentation du greenwashing qui peut être forte, qui est une réalité pour certaines entreprises, et vraiment aller sur quelque chose avec des convictions profondes. Merci Pauline pour tout ce partage. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais dire pour conclure, voilà, quelque chose que tu dirais, un message peut-être pour d'autres dirigeants qui n'osent pas? Justement, non, pas grand-chose à dire, si ce n'est de pas hésiter à oser et de foncer. C'est créer une société, c'est une aventure formidable, c'est une aventure collective, et c'est vraiment une belle façon de participer à la transformation de la société, voilà, à son échelle, à sa petite échelle, mais voilà, collectivement, on y arrive. Effectivement, là, avec ton témoignage, on retient vraiment cette notion de conviction forte, de cet engagement pour transformer et contribuer d'ailleurs à l'accélération de la transformation du monde médical, des engagements que vous avez pris qui sont effectivement des engagements puissants pour permettre cet accès à tous à l'expertise médicale, et comme tu l'as bien illustré, un engagement authentique et cohérent, donc pour une belle aventure qu'on vous souhaite durable. Merci beaucoup Hélène. Merci Pauline pour ce partage et à très bientôt. À très bientôt.